Good morning, good afternoon, good evening. Welcome all to this webinar that ISD is hosting on the standards and the Sustainable Development Goals, leveraging sustainability standards to reporting on SDG progress. My name is Cristina Larrea, and I'm the lead of the Sustainability Standards Work Stream at ISD. And it is my pleasure to moderate the session with a great layout of speakers that we have today. With me, I have also my colleague, Erika Luna, Junior Policy Analyst, who's going to help us also in the moderation. In today's webinar, we offer translation into French and Hispanic, so feel free to select your preferred language. At the bottom of the Zoom platform, just click on the icon interpretation and you can select the language that you prefer. We also invite you to formulate your comments or your questions, as you have already started to do so, in the Q&A chat, as well as in the Zoom chat. We'll pick them up later on in the session. Well, 2030, that's the year that we have all in mind when thinking about the Sustainable Development Goals, a common agenda that about 181 countries adopted in 2015 to accelerate progress and achieve sustainable, equitable, and inclusive societies for everybody and everywhere. We are just 7 years away of this deadline, and we are still a way to go, especially after the difficult times that we have experienced during the pandemic, ongoing conflicts and wars, and economic unrest that affects disproportionately people in situations of vulnerability in least developed countries or low-income countries. As we all know here, achieving the SDGs is a collective journey. It requires the commitment, action, and solidarity of all businesses, governments, civil society organizations, and all the people around the world, including us in this webinar. The United Nations Department of Economic and Social Affairs compiles examples of good practices of SDG implementation, of different actors coming together across the world to join efforts and drive change. There is even a global map where you can select and visualize how these actions look like. And this is very promising when all different peoples come together to drive change. Well, in today's session and the report that we are launching and we are presenting, we're going to discuss how two actors, governments and standard setting bodies, can make the most of the synergies and complementarities to work together and advance in their own jurisdictions the Sustainable Development Goals and report on their progress towards achieving them. And we are going to do that with an outstanding panel of speakers that we have with us here today that I will introduce you through the session. I would like now to welcome my colleague, Lynn Wagner, Senior Director of the SDG Tracking Progress Program at ISD, who will share with us some opening remarks, given her extensive experience tracking SDG implementation and reporting. Thank you, Lynn, for being with us today, and I give you the floor to share your opening remarks with us. Thank you, and thank you all for joining us. This session takes place just months before about 40 countries will be presenting their VNRs, their voluntary national reviews, to the HLPF. And so it's very timely to think about how countries could find more information, could make these reports richer, and ultimately make their implementation that much stronger. Because as we're at the midpoint of the implementation of the 2030 agenda, we've seen that progress has stalled or even reversed in some cases. So we need an all hands on deck approach, and we need to find ways to reinvigorate, to find new partnerships, to think about how this implementation is going and how it could be deepened. These partnerships with stakeholders are crucial. They're not only vital for SDG implementation, but also for reporting on progress. As we saw last month at the World Data Forum, which was held in China, there's a need for high quality, timely, open, inclusive data, not only to achieve the SDGs by the 2030 deadline, but also to measure and report on progress. And so this Standards and Sustainable Development Goals report that we'll be discussing today explores how VSS, content, criteria, and information could be used
in voluntary national reviews reported to the HLPF. And in doing so, this could help close the data gap and improve the quality of reporting. By following the guidelines that are in this report, it's a very practical report on how to use VSS data in VNRs. Countries could capture stakeholder contributions to SDG implementation. Pardon, à l'ODD. Ensuite, sinon, ils sont retrouvés dans la... Donc, ce rapport permet d'avoir 3 exemples de reporting de l'Inde, de la Tanzanie et de l'Ouganda. Mais il peut s'avérer utile également pour d'autres pays qui souhaitent améliorer le reporting en amenant des contributions bénévoles de participants comme VSS, c'est-à-dire les normes volontaires de durabilité qui peuvent s'y ajouter. Donc, j'ai hâte de participer à cette discussion. Je vous remercie de nous avoir rejoints. Merci beaucoup, Lynn, pour ces remarques très pertinentes qui nous rappellent le rôle des partenariats pour la mise en place et de ces ODD et l'importance également de la qualité. Maintenant, je suis vraiment reconnaissante et vraiment heureuse de présenter notre intervenante keynote d'aujourd'hui, Madame Sakiko Fukudapar, qui a été nommée au Comité des Nations Unies pour les politiques de développement, un comité d'experts qui sont nommés par le secrétaire général. Elle est également professeure d'affaires internationales à l'Université de New York. Elle a une carrière formidable à travers diverses nominations et aussi des publications qui ont été récompensées par divers prix sur les politiques, donc des normes volontaires de durabilité de 1995 à 2004. Elle est responsable du groupe de développement durable. Donc, j'aimerais souhaiter un accueil chaleureux à Madame Fukudapar, la professeure. On vous remercie d'être parmi nous aujourd'hui. Nous avons hâte d'entendre votre présentation. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation à vous rejoindre aujourd'hui. Cet après-midi, je vous parle depuis le Royaume-Uni, depuis Cambridge pour être plus précise, où je suis également professeur-chercheur. J'aimerais passer un petit peu de temps pour vous donner un petit peu le décor, planter le décor par rapport à la discussion d'aujourd'hui. Je vais vous parler de l'importance des ODD. Les ODD sont devenus une forme de foyer quelque part où on ne sait pas forcément de quoi il s'agit. C'est un peu difficile de définir les choses. C'est toujours vague. Moi, ça m'a toujours intéressé de me pencher sur la notion du développement qui s'est vue redéfinie plusieurs fois à travers les décennies. La notion de développement signifie tellement de choses, différentes personnes également, pour différentes personnes. Alors, à mon avis, les ODD, les objectifs de développement durable, sur l'agenda 2030 des Nations Unies, c'est vraiment un résultat très fructueux qui est aussi le résultat d'un consensus mondial concernant la signification du développement durable en lui-même. Et vraiment, ça crée un changement de paradigme, si vous voulez, qui signifie que le développement ne concerne pas seulement la croissance économique ou la pauvreté. Ça ne concerne pas seulement la pauvreté, les pays à bas revenus, mais ça concerne également, bien sûr, la pauvreté, mais également les inégalités, la durabilité, l'environnement, la prospérité économique également. Et toutes ces choses rassemblées, bien sûr, toutes liées, puisque bien sûr, on ne peut pas atteindre l'objectif sans avoir atteint les autres. Et tous ces défis sont en fait importants, pas seulement pour les pays à bas revenus, mais également pour les pays à revenus, comme le pays où je me situe, d'où je parle, le Royaume-Uni, et là où je travaille pour ma part aussi, aux États-Unis. C'est là que je vis. Quand vous étiez à New York en 2015, vous aviez pu tous regarder les salles du Royaume-Uni qui étaient des Nations Unies, où tout le monde était très occupé par rapport à cet agenda. Il y avait des discussions sans fin avec des gens du monde entier. Plein de personnes, des millions de personnes ont été consultées à travers des enquêtes pour connaître l'avenir vers lequel ils aspiraient. Alors, je me souviens d'ailleurs qu'en 2015, quand l'agenda a été adopté,
Eh bien, après 3 ans de négociations très intenses parmi les diverses délégations et avec différentes contributions des groupes de société civile, il y avait comme un véritable sens de réussite et une véritable euphorie autour de cela. Et en fait, il s'agit de quelque chose de très visionnaire, une déclaration visionnaire par rapport aux différents points qui ont été adoptés. Et il faut toujours bien garder cela à l'esprit, à mon avis. Surtout parce que l'accord, c'était pas que du blabla, parler pour parler. Non, ça amenait vraiment quelque chose de nouveau. Une redéfinition du développement d'abord, et aussi parce que le monde à cette époque, on allait toujours dans le mauvais sens. Donc, la croissance économique qui atteignait les limites planétaires, créant des disparités encore plus importantes entre les pays. Et malgré les divers compromis qui avaient été faits tout au long du chemin, eh bien, cet accord a été atteint pas seulement pour accélérer ce qui avait déjà été effectué et ce qui était toujours en cours, mais aussi pour changer l'orientation du monde. Alors, c'est pour cela c'est que c'est tellement, c'est un agenda tellement important. Et aïe, comme je le disais, ça l'a permis de changer la donne, de vraiment changer la donne par rapport à certaines idées, que si vous voulez, des postulats de base concernant ces défis ayant trait au développement durable. On avait tendance à dire qu'ils étaient universels, environnementaux, sociaux, économiques. Et il ne s'agit pas seulement d'un ordre du jour pour aider les pays pauvres, non, il s'agit également d'une négociation à travers un processus comprenant divers participants avec des participations très importantes de la part de la société civile. Et pour toute personne qui suit les négociations de l'ONU, il suffit de savoir que ça a été négocié à travers un groupe de travail ouvert. Donc, quelque chose de très différent en termes de processus, mais aussi par le processus de négociation. Comme je l'ai déjà dit, on est vraiment à mi-chemin de la mise en route et on a l'impression un petit peu d'aller dans le mauvais sens. On continue d'aller dans le mauvais sens car on a une crise qui est triple, aussi bien de l'ordre politique, le climat également, la pandémie, les conflits, les guerres. Mais je dirais également qu'en plus de cela, on doit faire face à une crise d'inégalité qui est en train de se redévelopper. Et c'est quelque chose qui est très connu. En 2019, on l'a observé dans le rapport de progression de surveillance des efforts établis par l'ONU, et ça a vraiment permis d'attirer l'attention et sonner l'alarme. Et le secrétaire général a d'ailleurs dit qu'il est très clair qu'une réponse encore plus profonde et rapide est nécessaire pour atteindre nos objectifs de 2030. Donc, il faut accélérer le processus. Il a dit il faut sauver, je le cite, il faut sauver les ODD, les objectifs de développement durable. Donc, il faut se repencher sur ces efforts, ces initiatives que nous allons aborder aujourd'hui à l'aune d'un besoin d'une réponse beaucoup plus rapide et ambitieuse et plus approfondie. Et j'aimerais dire quelques mots concernant l'importance du reporting et des revues nationales volontaires. La plupart des accords au niveau de l'ONU sont votés, elles sont établies, puis après on les range dans des dossiers, puis on oublie parce qu'il n'y a pas de suivi. Eh bien, les ODD sont importants puisqu'il s'agit d'un processus dont on peut se passer, c'est-à-dire qu'on ne peut pas se permettre de ne pas les suivre. Donc, on le retrouve dans des forums politiques de haut niveau et ces rapports sur les revues nationales volontaires ont été soumis par des États membres. Et cela consiste en une réponse au besoin de se sentir responsable, d'être responsable
mais il n'y avait pas de consensus par rapport à la responsabilité au niveau de l'ONU. Mais quelque part, on a quand même une idée de mécanisme de responsabilité puisque cela fournit quand même, on a quand même des informations liées au processus de reporting. Mais avant tout, l'objectif principal, c'est pas la responsabilité au sens de créer des sanctions, si vous voulez, pour l'absence de progrès. Non, c'est plutôt lié au fait que c'est un instrument positif pour partager les expériences de mise en place de politiques de développement durable. Et c'est l'objectif de base essentiel du processus de reporting. Quelque part, une fois de plus, il s'agit de mécanismes uniques et à la fois innovants qui permettent de mettre en place des incitations à créer ces sentiments de responsabilité. Dans le comité pour les politiques de développement, on a analysé ces rapports qui ont été établis. Malheureusement, on s'est rendu compte que la plupart d'entre eux jusqu'à maintenant ne répondent pas aux objectifs puisqu'ils sont trop descriptifs et ils ne sont pas suffisamment analytiques dans le fond. Quelque part, ils sont un petit peu déconnectés des objectifs ambitions dans le cadre de l'agenda 2030 et n'insistent pas sur des programmes de mise en place ou à travers peut-être des expériences qui sont transformatives. Et ce n'est pas assez ambitieux. Et on n'observe pas assez de corrélation entre les différents objectifs. Bien sûr, on a soumis ces rapports à Ecosoft à travers des positions pour quelque part renforcer les liens. Et du coup, on a fait davantage de travail analytique et proposé des travaux fondés sur des preuves. Et on est vraiment nettement plus axé sur les leçons tirées des expériences. Voilà. Donc, je pense que qu'ici, voici les valeurs du rapport du système de reporting. On va en parler. Je pense que vraiment, ça peut permettre d'ajouter une certaine rigueur, de renforcer les choses. Et aussi, ça permet de mieux se pencher de plus en profondeur sur ces objectifs et ce qu'ils signifient vraiment et quelle mise en place et quelles activités de mise en place pourraient s'avérer très fructueuses. Et j'espère qu'on va pouvoir vraiment avancer dans les discussions à ce sujet. Au fur et à mesure, on avance. Un problème que j'aimerais soulever quand même, c'est que, à mon avis, une grande partie de cet outil est bien sûr axée sur l'analytique, mais de l'autre côté, c'est un petit peu quelque part difficile de mettre tout cela en place dans son intégralité. On a 17 objectifs et je crois que quelque chose comme 232 indicateurs, quelque chose comme ça, pour 17 objectifs. Mais donc, il faut, à mon avis, mettre en place une stratégie de mise en place qui tient compte du fait qu'il s'agit de quelque chose qui doit être vraiment axé sur quelque chose de bien précis dans un certain laps de temps bien défini. Donc, c'est quelque chose dont on ne va pas parler aujourd'hui. Donc, merci beaucoup. Peut-être que j'ai parlé trop longtemps, excusez-moi. Merci, merci beaucoup, professeur. C'était très utile, votre présentation. Gathering evidence and showing evidence of De démontrer les preuves est tellement, l'évidence est tellement importante. Donc, merci encore. Ça fait que de part. Et je pense que c'est quelque chose qu'on va forcément discuter en plus ample détail maintenant. Merci encore une fois pour votre contribution. Je vais maintenant passer le micro à ma collègue pour discuter du rapport, de la publication du rapport qui est réuni aujourd'hui, Elena Kosolapova. Et merci d'être avec nous, pour partager avec nous les résultats de ce rapport. Merci, Christian, merci. Et merci à vous tous d'être participés. Nous sommes ici aujourd'hui pour discuter des résultats de nouveaux rapports. Comment les normes de durabilité et les normes facultatives peuvent être des leviers de la comptabilisation du progrès vers les ODD. Basé sur les résultats de ce petit sondage, j'espère que les résultats de
les leçons de ce rapport vont être utiles pour vous, vont résonner avec votre travail de plein de façons. Donc, encore une fois, merci d'être avec nous aujourd'hui. OK, donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu des ODD et des normes facultatives, des normes volontaires. On va ensuite parler un peu de l'état actuel des choses en termes du progrès vers les ODD et la prise en compte du progrès de chaque pays et les obstacles qu'on peut rencontrer. Et pour finir, je vais parler de quelques leçons. Comme vous savez sûrement, les 17 ODD et 169 cibles indicateurs font partie de l'agenda 2030 pour le développement durable, adopté en 2015. L'agenda 2030 est une vision ambitieuse pour les gens et pour la planète, avec un délai fixé à 2030. Ces ODD, comme nous a déjà dit le professeur, ont des dimensions économiques, sociales et environnementales très diverses. ODD, mettre fin à la pauvreté, mettre fin à la perte de biodiversité et plein d'autres. Selon cet agenda 2030, la mise en œuvre des ODD et les processus de suivi doivent être participatifs, inclusifs. Et ça comprend les gouvernements à tous ces niveaux, la société civile, le secteur privé, les élus, les institutions de droits humains et plein d'autres. Les partenariats entre parties prenantes sont vraiment une catalyse importante pour la mise en œuvre des ODD et très importante dans le rapport, le suivi du progrès. Alors, mais quelles sont ces normes de durabilité? Mais les normes sont des outils fondés sur le marché, fondés sur le pouvoir du marché, généralement par des acteurs non étatiques. On parle souvent de critères de production et des méthodes et des prestations de services pour aider avec la mise en œuvre. Il y a plus de 400 normes facultatives dans le monde qui embrassent plein de secteurs différents. Ils encouragent la collaboration entre parties prenantes et pourraient très facilement être utilisés pour faciliter la mise en œuvre des ODD. Selon le rapport de l'ONU sorti le mois dernier sur le progrès vers les ODD, beaucoup des ODD sont vraiment pas en bonne voie. Sur les 140 cibles d'où les données sont disponibles, on a 12% où on est en bon chemin. 50 sont un peu, voire très hors piste. Et sur 30 indicateurs où on n'a pas vu de progrès, où on a même vu une détérioration de la condition depuis 2015. Ça parle d'un manque de progrès qui est universel. Hein, mais c'est des pays en développement, des pays sous-développés qui sont en première ligne des conséquences. Ce qui démontre que l'importance de se réunir, de travailler ensemble, de former des partenariats et d'intensifier nos efforts si nous voulons vraiment atteindre les ODD d'ici 2030. Comme vous le savez sûrement, les pays sont encouragés à suivre leur progrès vers les ODD avec ce qu'on appelle des examens nationaux volontaires, des ENV, qui sont ensuite présentés au Forum politique de haut niveau. Forum politique FPHN, c'est le Forum politique de haut niveau. C'est un mécanisme qui opère tous les 4 ans à peu près. Avec ces ENV, donc ces examens volontaires, les gouvernements peuvent examiner des questions qui méritent plus d'attention et d'identifier une nouvelle façon de travailler en partenariat avec les parties prenantes. Il y a bien évidemment des obstacles au suivi. Souvent, on se retrouve face à un manque de données. Beaucoup de gouvernements citent le manque de données disponibles comme un des plus grands obstacles au suivi, au reporting régulier. Et c'est disent qu'il manquait de données. En 2020, le manque de disponibilité de données a été cité comme un obstacle important par 20 des 47 pays qui ont participé dans un ENV. On a vu un peu de progrès dans les années depuis, mais
les données représentent encore un grand défi pour beaucoup de pays. Le secrétaire général, le rapport du secrétaire général qui est publié dernièrement encourage le gouvernement fortement à améliorer leur disponibilité de données et mettre plus d'efforts dans le suivi et le reporting. Il y a donc des occasions pour renforcer les partenariats entre des initiatives telles VSS, ces normes facultatives, qui travaillent déjà dans plein de pays en développement partout dans le monde et pour faciliter le reporting, le suivi du progrès vers les ODD. Nous avons trouvé beaucoup de compatibilité entre les objectifs de ces normes facultatifs et les ODD. Ils sont bien alignés. Donc, voici les questions qu'on a posées. S'il y a effectivement des liens, comment en profiter? Comment en faire des leviers pour aider au gouvernement, pour permettre au gouvernement d'avancer leurs agendas vers les ODD? Deuxième question. Est-ce qu'il est possible pour nous de construire sur la base de ces synergies entre les gouvernements et les VSSS pour améliorer le reporting, le suivi du progrès ODD? Et la réponse, clairement, oui, sur les deux comptes. Voici donc un peu quelques détails sur la méthodologie de nos recherches. On a commencé par créer des références, des points de référence pour 13 de nos normes, des VSS, des normes facultatives, avec 10 cibles des ODD, où on a trouvé, avec d'autres études, on a trouvé des bons alignements. Et les ODD qu'on a choisis étaient 2, donc fin de la zéro fin, 6, le propre assainissement, 8, le travail décent, et 12, consommation et production responsable, et 15, vie terrestre. Il y a donc des VSS, des normes facultatives qui sont régionales, et certains qui sont internationales, et certains qui sont limités à certains pays, indien, organique, là, vous voyez, pour l'agriculture biologique en Inde. On a aussi étudié les plus récents ENV, les examens nationaux volontaires, soumis par l'Inde, la Tanzanie et l'Ouganda. On a aussi procédé à une revue de la littérature existante sur les VSS, sur les normes facultatives dans ces 3 pays. Voici donc nos résultats. Ces normes facultatives peuvent aider au gouvernement d'avancer leur agenda de faire du progrès vers les ODD. Les informations sur les demandes des VSS peuvent être un outil important pour suivre le progrès vers les ODD. Et il y a 5 étapes pour les gouvernements qui souhaitent utiliser l'information dérivée des VSS pour leur propre suivi de ODD. Nous avons trouvé que ces normes facultatives ont beaucoup de critères qui sont alignés avec ODD 6 et 8. Cet alignement est plus modéré avec ODD 2, 12 et 15. En termes de correspondance, d'alignement donc entre les normes facultatives et les ODD, nous trouvons que beaucoup de critères sont semblables, voire similaires entre pour SDG, ODD 6 et ODD 8. Et avec beaucoup d'alignement aussi, un bon niveau sur ODD 12.4. Par contre, on trouve moins d'alignement, moins de correspondance avec 15,2 et 2,3. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pratiquement en termes concrets? Ça veut dire qu'il y a beaucoup de domaines où les VSF peuvent être très utiles pour les ODD. Par exemple, on voit qu'il y a beaucoup de critères qui sont alignés. On parle souvent dans les 2 cas de préservation des sols, très important pour ODD 2, la qualité des ressources en eau, très important pour ODD 6, du respect pour les conventions du travail mondial, l'interdiction des produits chimiques dangereux, ODD 12, et le suivi et la conservation des zones de haute importance pour la protection écologique. On trouve aussi qu'il y a des endroits où on peut améliorer, où les VSF peuvent aider à améliorer le reporting. On voit qu'il n'y a pas
beaucoup de critères pour ce qui concerne la paix décente, l'accès aux services financiers pour les femmes et le traitement des déchets. Nous avons pris les résultats de ce travail de référencement et les guidelines, le manuel pour les normes facultatifs publié par le secrétariat général de l'ONU. Et on a considéré particulièrement 3 exemples clés, l'Inde, la Tanzanie et l'Ouganda. Nous avons choisi ces 3 exemples parce qu'il y a des normes claires qui sont présentes. Les 3 ont récemment soumis un rapport volontaire en ENV, donc, et il y a une bonne disponibilité des données. Nous avons trouvé des exemples concrets de comment le contenu et les critères des normes facultatives et les informations sur leur mise en œuvre concrète sur le terrain peut être utile pour les fins d'un ENV, pour poursuivre le progrès vers les ODD. Comment on a fait cela? Bon, on a identifié les parties de l'ENV définies par le rapport de l'ONU qui pourraient bénéficier des apports d'informations issus des normes facultatives, des VSS. Donc, voici donc les 10 conseils omis par l'ONU. J'ai souligné ici en jaune ce que nous trouvons le plus important. Il y a un peu de diversité ici. Vous avez les mécanismes institutionnels. On parle aussi de progrès vers les objectifs de développement. On trouve que l'information dérivée des VSS pourrait être particulièrement utile pour suivre le progrès vers des objectifs d'ODD avec des études de cas, des exemples comment les normes de durabilité sont implémentées sur le terrain. Voici donc quelques exemples de bonnes pratiques et de résultats en Inde, Tanzanie et l'Ouganda qu'on a retenu pour notre reporting de progrès du pays. En Ouganda, par exemple, là, pour l'Ouganda, on a identifié une bonne pratique, c'était la formation pour les agricultrices cultivant le café pour diversifier leurs revenus. En Inde, on a vu des projets pour rationaliser la consommation d'eau et pour assurer la sécurité alimentaire de l'eau. En Tanzanie, on a eu des exemples de salaires et d'avantages pour les cultivateurs de thé qui dépassent les normes, les NIMO. Ensuite, basé sur notre travail de référencement et les exemples de terrain qu'on a retrouvés sur comment concrètement les VSS peuvent nourrir les ENV, nous avons développé un manuel des bonnes pratiques qui pourraient être d'utilité courante pour d'autres pays. Comment faire des infos VSS un levier pour améliorer les ENV et en général le reporting sur le progrès en termes d'ODD. Nous avons donc 5 conseils clés pour le gouvernement. Tout d'abord, il faut identifier des processus pour engager les parties prenantes dans la préparation d'un ENV. Les VSS peuvent faire partie d'ateliers, de plateformes ou comme une source simple d'information. Cette information peut informer la méthodologie et les processus pour la préparation d'une revue, d'un examen national volontaire. Nous proposons aussi que les gouvernements identifient des approches institutionnelles pour la mise en œuvre des ODD et pour faciliter la récolte d'informations pour suivre le progrès. Ça peut être des sensibilisations et une réflexion sur le rôle que les acteurs différents ont à jouer dans l'implémentation des ODD. Ces informations peuvent faire partie de la section de l'ENV qui parle de mécanismes institutionnels. Troisième conseil, nous conseillons au gouvernement d'identifier les critères les plus pertinents dans leur VSS pour récolter des données, des preuves. Nous avons des ressources d'information à disponibilité. Ces informations pourraient donc être incluses dans les parties de l'ENV qui parlent de progrès sur les objectifs et les cibles. Quatrième conseil.
c'est que les gouvernements doivent réfléchir sur comment les VSS interagissent avec les parties prenantes sur le terrain et comment ils peuvent nous aider à surmonter des problèmes liés à la disponibilité, la manque de disponibilité de données. Et enfin, il concerne au gouvernement de sélectionner certaines études de cas pour illustrer leur progrès vers les ODD, indicateur par indicateur. Il s'agit de fournir des exemples concrets du terrain qui pourraient être inclus dans la section progrès vers objectifs et cibles indicateurs qui fait partie de l'ENV. Pour conclure, quelques leçons à retenir de ce processus, de ce rapport. Tout d'abord, nous voyons que le progrès vers les ODD est plus important quand les normes ont des délais clairs, des délais de mise en œuvre qui sont clairement établis et imposés. Nous pensons que les VSS pourraient en faire plus pour ensuite aussi améliorer la récolte des données, même s'il faut reconnaître que les petits agriculteurs ont peut-être plus de difficultés avec des pressions de temps qu'ils ont à répondre à ces obligations de mise en œuvre. Deuxièmement, ces normes facultatives ont souvent des mécanismes déjà existants pour suivre et évaluer leurs conséquences, leur impact. Ça peut aider à remplir un peu les quelques manquements dans les données. Troisièmement, les normes facultatives pourraient avoir des avantages qui dépassent les frontières strictes de leur aire de domaine d'application. Très important pour l'agenda 2030. Parce que ce sont par nature, ces objectifs de développement sont interliés, sont intersectionnels. Et enfin, les normes facultatives peuvent nous aider à soutenir, à promouvoir le développement durable au-delà de 2030. Même si on n'arrive pas à remplir les ODD d'ici 2030, on a toujours la question de qu'est-ce qu'on va faire après. Nous ne savons pas ce que l'avenir nous réserve. Nous savons que les normes font partie de partenariats entre de multiples parties prenantes, des agriculteurs, des acheteurs, des gouvernements et plein d'autres. Et ça peut être une bonne façon de nourrir la cohésion entre parties prenantes différentes, d'une façon qui promeut non seulement l'agenda 2030, mais qui aussi nous aide à promouvoir la durabilité dans l'avenir après 2030. Merci beaucoup. Et Christina, je vous rends le micro. Merci beaucoup. Merci Elena pour avoir présenté les différents exemples pour montrer comment les gouvernements peuvent vraiment collaborer ensemble pour avancer sur les ODD. Donc maintenant, on va commencer une interaction, un dialogue avec les intervenants qui sont présents aujourd'hui et qui suivent la keynote. Donc, après la présentation d'Elena, je suis heureuse de présenter nos panélistes d'aujourd'hui. On a Monsieur Alex Dwakuba, qui est commissaire pour la production au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et des Pêches. On a Monsieur Charrington Namuwasa, responsable du mouvement national de l'agriculture bio en Ouganda. On a Monsieur Richie Sengumta, responsable du Centre des entreprises responsables d'Inde, et Monsieur Uchita De Sosa, responsable des solutions de développement durable et ancien négociateur des ODD au niveau de l'Union européenne et responsable de protection de la faune au Sri Lanka. Donc, j'aimerais m'excuser car notre invité, Monsieur Bijal Rangan, responsable de la partie impact et innovation, n'a pas pu nous rejoindre aujourd'hui suite à des problèmes de santé. Donc, on lui souhaite une très bonne une reprise, souhaite d'aller mieux. Donc, on vous souhaite tous la bienvenue et je vous remercie de passer un petit peu de temps pour être avec nous. Alors, comme on a pu l'observer dans la présentation
d'Elena. L'un des exemples que l'on a, c'est l'Ouganda. Aujourd'hui, on a M. Charlton et M. Alex qui travaillent avec les producteurs, les entreprises, les gouvernements pour atteindre certains objectifs de développement durable. On va commencer avec M. Charlton. Vous faites partie d'une organisation très forte qui rassemble des producteurs bio et qui travaille avec d'autres institutions en Ouganda pour promouvoir l'agriculture bio et la commercialisation des produits agricoles. Vous avez le plus grand nombre d'exploitants bio dans votre pays. En quoi les gouvernements et les différents organismes peuvent mieux communiquer à travers leurs efforts pour faire avancer les ODD et ce avec le soutien également des producteurs, des partenaires privés. Merci beaucoup, Christina. Merci de me donner l'opportunité de parler pendant ce webinaire très important pour parler des normes volontaires de durabilité et les objectifs de développement durable. Je vais démarrer à partir de la déclaration selon laquelle l'Ouganda a le plus grand nombre d'agriculteurs bio en Afrique, deuxième dans le monde entier. Et j'aimerais citer l'un de nos ministres, le ministre de l'Agriculture, M. Chakulaga, qui à 2 reprises a fait des déclarations très puissantes. Selon lui, l'agriculture bio en Ouganda et le développement de cette agriculture fait partie de notre culture en Ouganda. La majorité de nos agriculteurs sont des petites exploitations qui sont impliquées dans diverses pratiques qui sont très proches de l'exploitation bio et de l'agriculture bio, et c'est un engagement national de notre part avec eux. Par rapport à la question que vous posiez, j'ai l'impression que nous avons une véritable opportunité qui s'offre à nous pour vraiment se rassembler ensemble pour atteindre ces ODD. C'est quelque chose de tellement ambitieux, et ce, avec d'autres participants, comme les gouvernements ensemble, nous allons pouvoir montrer que les données des suites ayant trait aux normes volontaires de durabilité sont très ambitieuses. On peut les collecter facilement, aussi bien à travers des activités des professionnels, et cela va pouvoir contribuer à l'atteinte des ODD. Clairement, on a pu observer des activités de renforcement en ce sens en Ouganda. On peut soutenir les petits agriculteurs et les agriculteurs de taille moyenne pour qu'ils puissent répondre à différentes normes. Et je pourrais vous présenter plusieurs exemples d'agriculteurs qui ont montré une véritable progression. Au début, ils s'impliquaient dans ce qu'on appelait des mauvaises pratiques qui avaient un impact négatif sur les ODD. Et après pas mal d'interventions au niveau de création de capacités, différentes formations, on observe vraiment un progrès majeur d'un point de vue du traitement de certains problèmes qui auraient, si on avait continué comme ça, aurait eu un impact très négatif. Dans un exemple, dans le centre de l'Ouganda, nous avons des agriculteurs qui sont impliqués dans vraiment la culture de l'ananas. Vous savez, notre ananas, c'est le plus sucré au monde. Eh bien, cela crée beaucoup de demandes, bien sûr, en ananas localement, mais aussi au niveau international. Et nos agriculteurs, eh bien, constamment, ils se sont vus présenter différentes opportunités pour commercialiser leurs produits, et ils ont bénéficié de cela, de ce qu'on leur a proposé en étendant leur production et leur productivité. Et ce qu'ils font, il y a quelque chose qu'ils font qui n'est pas très bonne. Ils vont dans des zones vierges et ils vont déforester des zones où il y a des arbres, et cela signifie que cela a un impact bien sûr négatif sur l'environnement. Même s'ils ont été formés pour améliorer la production tout en préservant l'environnement, mais les normes de durabilité volontaire, les normes bio, les différentes normes liées aux ODD, eh bien, à travers ces dernières, on observe quand même de plus en plus un respect de ces dernières. Et on voit vraiment une différence auprès des agriculteurs qui, par contre, n'ont toujours pas modifié leurs pratiques et ne souhaitent pas
être compliant avec ces diverses stratégies, mais on observe un pas majeur vers l'avant, que ce soit à travers différents organismes, à travers les gouvernements, différents participants qui ensemble peuvent mieux communiquer et partager leurs expériences. Quelles sont leurs bonnes et mauvaises expériences aussi, qui peuvent montrer en quoi l'Ouganda est en train de s'améliorer sur ce point qui est l'ordre du jour aujourd'hui, en mettant en place différents critères qui ont un impact positif pour atteindre ces objectifs de développement durable. Merci beaucoup. Merci d'avoir présenté cet exemple très clair pour montrer en quoi la mise en place de normes et la formation permettent d'améliorer différentes pratiques en Ouganda. Vous avez parlé de la collecte de données et que les agriculteurs peuvent s'impliquer dans la collecte de données. Eh bien, en quoi pouvons-nous soutenir les agriculteurs et les communautés pour les aider à récupérer des données sur leur progression et sur les pratiques qu'ils adoptent? Quels sont les défis et les opportunités qui se présentent à ce sujet? Et en quoi pouvons-nous mieux les soutenir? Tout d'abord, mon organisation travaille en collaboration étroite avec d'autres participants qui bénéficient du soutien international, des gouvernements, d'organisations internationales, surtout des organisations françaises. On travaille ensemble avec différents acteurs pour mettre en place des critères très simples que les agriculteurs peuvent utiliser pour récupérer différentes données. Oh, ça bug, je ne l'entends plus. Ah, sur leurs activités, pardon. Cela a trait à des problèmes comme le revenu, les moyens de production, les modes de production agricole et aussi un certain nombre d'aspects qui montrent clairement qu'ils sont en train de progresser pour mieux répondre aux problèmes ayant trait à la pauvreté, les problèmes de rendement également et les problèmes de commercialisation. Et ce qui est important, c'est qu'ils montrent en quoi, en tant que pays, on progresse en intégrant de plus en plus d'agriculteurs et vraiment renforce leur capacité pour mieux répondre à ces normes, mieux les respecter. On a commencé d'ailleurs l'année dernière, on a organisé la première semaine de l'agriculture bio à travers un dialogue national qui rassemblait différents acteurs qui, ensemble, ont pu reconnaître les meilleures pratiques entre eux. Et ça a eu lieu la première fois l'année dernière. Et ça a été donc sous l'égide du ministère de l'Agriculture on a pu reconnaître l'excellence de l'agriculture bio en Ouganda. Et le Premier ministre y était présent. Et je pense que c'est très prometteur. Et bien sûr, ces deux ministres sont proposent un véritable plaidoyer par rapport à ce type d'agriculteurs. Merci beaucoup d'avoir partagé des exemples très clairs pour montrer comment vous soutenez les agriculteurs pour récupérer des données et aussi vous les récompensez, comme vous le disiez tout à l'heure, par divers prix d'agriculture. Donc, je vais continuer. J'aimerais inviter Monsieur Alex, qui a une expérience très vaste pour avoir travaillé au ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et des Pêches. Il soutient bien sûr l'agriculture durable, l'agriculture bio. Merci Alex d'être parmi nous aujourd'hui. On va parler des priorités de politique publique. Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Merci beaucoup. Merci. Notre équipe ISSD et mes chers participants, mesdames et messieurs, je suis Alex Lagbois. Je travaille au sein du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et des Pêches en Ouganda. J'aimerais vous remercier de m'avoir donné l'opportunité de faire partie de ce panel pendant ce webinaire. Merci beaucoup. Et j'aimerais remercier mon collègue, M. Cheriton, qui a commencé avec la première question.
Alors, avec les politiques de développement, donc pour atteindre les objectifs de l'agenda 2030, eh bien, la priorité clé, c'est la transformation socio-économique, pour moderniser aussi d'autres pays. C'est l'une des priorités. La deuxième, la production durable, la productivité et le rendement à travers un plan national de développement. Et nous mettons en œuvre cet agenda à travers différents plans de développement nationaux, au niveau national, mais aussi au niveau des autorités locales et au niveau sectoriel. Il y a des stratégies sectorielles qui sont mises en place. Et maintenant, nous mettons en place le plan de développement national et les priorités clés sont la promotion de la production durable et la valeur ajoutée et saisir des opportunités de valeur ajoutée pour les différents secteurs et le renforcement des capacités du secteur privé pour prospérer et booster la croissance que l'on souhaite atteindre. Et cela est renforcé par les infrastructures stratégiques qui sont de grande qualité. Et également, nous avons une priorité clé par rapport à l'agenda 2030. C'est vraiment renforcer le développement humain, vraiment tous les facteurs liés au développement humain et améliorer les différents services. On a également des priorités clés dans d'autres domaines, au niveau de la concurrence et aussi à travers l'éradication de la pauvreté, ce qui est bien sûr le DD numéro 1, et réduire les problèmes liés à la nutrition, la sécurité alimentaire, etc. Réduire la malnutrition dans le pays et encourager une agriculture durable. Et on a une priorité dans également la réduction de l'impact sur l'environnement pour bien sûr limiter le changement climatique. Voici les priorités dont on parle au niveau national, au niveau sectoriel, au niveau du ministère de l'Agriculture, au sein des politiques appliquées par ce ministère. Il y a l'objectif numéro 5 qui consiste à garantir une utilisation durable des ressources naturelles. On peut mesurer d'ailleurs cet impact aujourd'hui. Merci. Merci beaucoup, Alex. D'avoir décrit votre travail et ses objectifs. Peut-être juste avant de passer au prochain intervenant, je voudrais vous poser une question, M. Loakuba. Vous avez une expérience directe d'une synergie entre des normes et des politiques gouvernementales. C'est la mise en œuvre de la politique nationale sur l'agriculture biologique en Ouganda. Quelles sont les leçons que vous avez apprises? Quels ont été les avantages de cette synergie? Bon, merci. Merci pour cette question. Tout d'abord, je pense que ça nous a appris que les partenariats entre le gouvernement et le secteur privé peut être d'une grande utilité dans la formulation de stratégies pour mitiger les effets du changement climatique. Parce que quand on dit partenariat, forcément, on parle de complémentarité. Des partenariats nous aident à cultiver cette complémentarité. Et ça peut nous aider à utiliser plus intelligemment nos ressources. Deuxièmement, on a vu une plus grande production et un meilleur niveau de qualité dans la production. Et cela peut être un levier pour la concurrence au niveau régional et au niveau international.
par exemple, avec spécifiquement, vous parlez de l'exemple de l'agriculture biologique qui est en grande demande au niveau international. C'est un levier de concurrence pour nous au niveau international. Et avec ça, on a une meilleure profitabilité, un meilleur revenu pour les cultivateurs. Et on a aussi amélioré la durabilité. Et en faisant la transition vers l'agriculture biologique, on peut réduire l'impact nocif de l'agriculture, on peut rendre l'agriculture plus durable et notre gestion de ressources est d'une meilleure qualité. Ça veut dire plus de durabilité au niveau économique et au niveau écologique aussi. Donc, les synergies qu'on a pu voir émerger grâce à ces partenariats vont nous être d'une grande utilité dans nos progrès vers les ODD. Et la consommation responsable. Forcément, la mise en œuvre est maintenant la clé du jeu. Et je pense que ces partenaires sont un bon exemple de comment concrètement on peut travailler vers ça. Oui, merci. 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 C'est intéressant d'avoir ce retour. C'est une expérience concrète des avantages sur le terrain. Et on va revenir vers vous plus tard pour une réaction. Mais pour l'instant, je sais que le temps file, donc on va passer à un autre pays qui est représenté ici avec nous aujourd'hui. C'est l'Inde. Je vais demander à Rijit Sengupta, qui est le directeur général du Centre pour le business durable en Inde. Il y a déjà des normes qui sont mises en œuvre en Inde. Il y en a des normes internationales et des normes spécifiquement nationales. Donc, peut-être, M. Sengupta, en réfléchissant à... Oh, pardon, je veux dire, mais votre centre, votre institution, le centre pour le business responsable, les affaires responsables, vous travaillez beaucoup avec le secteur privé sur la mise en œuvre des ODD. Travaillez avec les syndicats aussi, les représentants des affaires, du monde des affaires en Inde. En réfléchissant à votre expérience, à votre travail, comment on peut faire pour faire des normes facultatives un levier pour la comptabilisation du progrès vers les ODD. Et qu'est-ce que les partenariats peuvent apporter? Monsieur Lakuba vient de nous parler de partenariats. Parlez-nous un peu des partenariats en Inde. Oui, bon, tout d'abord, merci Christina pour cette introduction et merci pour l'invitation pour vous parler, vous faire partie de ce panel aujourd'hui d'une grande qualité. Donc, la question que vous posez est intéressante et importante, même sur comment développer l'intelligence écologique et la sensibilisation. Je pense que tout d'abord, il faut être clair, la sensibiliser à quoi et pourquoi. Pourquoi c'est important de sensibiliser? Pourquoi les parties prenantes doivent être informées, surtout en termes de VSS, ces normes facultatives. Si on regarde un peu qui sont les parties prenantes dans ces normes facultatives, ces VSS. On a déjà entendu d'autres panélistes en parler. Il y a deux parties prenantes, en deux catégories qui sont particulièrement engagées, impliquées dans ces processus de VSS, spécifiquement en vue des ODD, du développement durable. On a des acteurs, les parties prenantes qui font partie de l'écosystème, les VSS, les organismes eux-mêmes, d'autres parties prenantes, les consommateurs, et bien sûr les élus et ceux qui créent les politiques. C'est peut-être, si vous voulez, c'est l'écosystème dans lequel existent les VSS. Et les parties prenantes qui sont vraiment d'une importance critique, cruciale, sont les utilisateurs, c'est-à-dire les entreprises. Quand vous regardez les entreprises, et surtout en Inde, je parle de mon expérience en Inde, il y a, je dirais, trois grosses catégories d'entreprises qui sont vraiment impliquées, engagées avec l'implémentation, l'utilisation des VSS, des normes facultatives.
avec l'agenda durabilité bien en tête. Des fois exprès, des fois non. C'est un corollaire à d'autres. Mais on a des grandes entreprises, des multinationales. Par exemple, le thé, le café, les épices, les grands exportateurs. Et ceux qui utilisent beaucoup de ressources en eau aussi. Et il y a beaucoup de grandes multinationales, de grandes entreprises ici qui ont déjà mis en œuvre un VSS dans leur secteur. Mais pour nous, le plus important, les acteurs, les parties prenantes les plus importantes dans le monde de l'entreprise et qu'il faut sensibiliser, surtout pour améliorer l'engagement, c'est des petites, c'est les SME, et c'est vraiment les petits niveaux, les petits producteurs. On parle de l'industrie en Inde, mais même ici en Inde, notre industrie, c'est 75 à 80% SME, des petites entreprises, des petits acteurs. Donc, si on veut vraiment sensibiliser, si on veut vraiment améliorer l'engagement avec le VSS et avec la durabilité, alors le corpus le plus important, les parties prenantes les plus importantes sont ces petites entreprises, ces petits agriculteurs, ces SME et ces petites structures. Comment accomplir cela? Comment améliorer cette implication, cet engagement? En termes des SME, des petites et moyennes entreprises, le plus important, je crois, c'est leur capacité à intégrer les chaînes de valeur internationales. C'est le défi. Et c'est le cas d'étude pour, je pense, pour comment améliorer élargir les VSS. Si on arrive, si les VSS sont capables de toucher les petites entreprises et les moyennes entreprises, quelque chose qui arrive de plus en plus en Inde, mais toujours à un niveau assez limité. On a vu des bons exemples dans la pierre, les carrières, l'ameublement et l'agriculture aussi. Il y a des exemples de réussite, mais vraiment les entreprises de petite et de moyenne taille sont très importantes dans notre économie. Et c'est avec ces entreprises, ces petites entreprises qu'il faut engager, qu'il faut sensibiliser pour les aider à mieux intégrer les chaînes de valeur internationales. Et surtout pour les petits agriculteurs, les petits éleveurs d'agriculteurs qui sont vraiment des parties prenantes très importantes pour nous. Comme on a déjà entendu de nos collègues en Ougandais, il y a déjà des exemples de partenariats intéressants ici en Inde. Et pour ces deux catégories, donc je parlais les petites entreprises et les petits agriculteurs, je pense que les organismes de VSS ont des fois du mal à engager directement ces petites entreprises parce que des organismes de VSS, même en Inde, ils ont souvent un ou deux personnes employées, un ou deux employés. Ce sont des petits organismes. Ils n'ont pas une grande visibilité, surtout vu la taille de notre pays. Donc, les partenariats sont vraiment le seul moyen d'y accéder. On a vu donc des exemples intéressants de partenariat, de travail partenarial, surtout dans le secteur de l'agriculture avec l'agriculture biologique et des collaborations au niveau régional. Des exemples de partenariats intéressants qui sont nombreux. Et maintenant, le défi est de renforcer ces partenariats, de bâtir sur ces fondations et de mieux intégrer les autres acteurs de l'écosystème. Je l'ai parlé tout à l'heure, des autres acteurs qui sont dans l'écosystème. Et le gouvernement en fait partie, clairement. Vous serez heureux, j'espère, de savoir que l'examen national volontaire, le ENV, que Inde a complété en 2020 pour la première fois, a inclus des références sur la durabilité et les normes facultatives et dans le secteur privé.
Donc, pour la première fois, c'était vraiment les VSS et les contributions du secteur privé étaient bien identifiées. Et c'est une partie importante de mon travail. Oh, le son a été coupé, excusez-moi. Oh, voilà, excusez-moi pour le... Si on est en mesure de documenter l'utilisation des VSS, comment ils sont mis en œuvre par des petits agriculteurs, par des petites entreprises, et pour passer à l'échelle, pour les aider à intégrer des chaînes de valeur internationales via des partenariats, en travaillant de façon partenariale avec d'autres institutions, d'autres entreprises, d'autres associations, ça peut être un grand facteur de motivation pour l'industrie, pour les producteurs. Et on peut, ça propose une réponse très claire à la question pourquoi faire ça, pourquoi les VSS sont importants. On peut démontrer qu'il y a un impact clair et qu'on peut mettre en place des systèmes, des procédures, des normes de gestion qui vont être d'une grande utilité dans l'avenir, non seulement pour l'écologie, mais pour leurs intérêts économiques, pour intégrer ces chaînes de valeur internationales. Et je vais m'arrêter là, je vois que le temps file, je vais laisser un peu de temps pour les questions. Oui, merci, Régis, je pense que... Oui, effectivement, c'est très intéressant de vous parler de partenariat. Je pense que c'est une réalité on retrouve dans d'autres pays aussi. Donc, on a une autre question. Est-ce qu'il y a d'autres actions entreprises par le gouvernement indien pour soutenir ces partenariats? Ensuite, on va passer à l'intervenant suivant. Est-ce qu'il y a des actions que vous aimeriez souligner? J'aimerais parler d'une action et peut-être d'une inspiration. L'action concerne principalement le niveau de développement en Inde, sa qualité, et les gouvernements autonomes d'Inde. Et un processus a été lancé à travers une plateforme sur les normes de développement durable qui permet vraiment d'améliorer la visibilité de ces mesures par rapport aux normes volontaires de durabilité et toutes les priorités qui s'y rapportent. C'est une initiative qui est très intéressante. Et quelque part, on peut lui donner un nouvel élan et la rendre encore plus présente et plus active, mais l'ambition est là et c'est très encourageant jusqu'à maintenant. L'aspiration consiste principalement à aller, bien sûr, de l'avant. Nous sommes un pays fédéral en Inde. Beaucoup de politiques sont développées au niveau national, mais la mise en place a lieu dans les différents États et chaque action est mise en place au niveau de chaque État et les gouvernements fédéraux, enfin chaque gouvernement d'État développe des politiques dans tel ou tel domaine spécifique, comme l'agriculture, les droits de l'homme, les droits du travail, etc. Donc, de ce fait, si les communautés ISS sont capables de s'aligner à certaines des priorités d'un point de vue sectoriel et aussi d'un point de vue impact au niveau de chaque État, eh bien, cela va vraiment aider les États. Et surtout en Inde, très rapidement, on a remarqué la mise en place d'un système. Vous savez, entre chaque État, il y a une évaluation de l'atteinte des ODD qui est effectuée. Donc, si on est capable de vraiment bien interagir avec les États d'une manière bien spécifique, eh bien, on ne peut que renforcer les partenariats et aider vraiment les États à mieux rapporter leurs performances d'un point de vue objectif de développement durable. Donc, on va vraiment en ce sens. On y réfléchit et il y a également des pistes intéressantes, mais je pense que nos intervenants keynote l'ont bien dit, la réponse doit être plus profonde et plus rapide et on ne peut pas se permettre de tomber dans la routine. Il faut vraiment un peu changer tout cela. Merci beaucoup, monsieur Régis. Donc, il faut vraiment que ça passe au niveau de l'État pour créer ces partenariats. Et je m'excuse, je vais devoir partir.
et pour me rendre sur une autre réunion. Merci beaucoup. On est un petit peu en retard, hein, on s'excuse. On a toujours, on a notre, si vous me laissez 10 à 15 minutes de plus, j'aimerais laisser la parole à Ushita de Souza, qui va parler de la durabilité pour façonner les politiques responsable des négociations, ancien responsable négociations au sein de l'ONU pour le développement durable. En quoi les gouvernements peuvent favoriser le partage d'informations à travers le reporting national des ODD? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples clés par rapport à cela? Merci Christine, merci ISD de m'avoir invité à cette réunion qui tombe à point nommé. Malheureusement, on a cette discussion, malheureusement parce qu'on est qu'à moyen terme, on n'a pas encore atteint ces objectifs. Donc, l'engagement dans cette transformation a été un peu mis de côté, malheureusement. C'était la même chose en 1992 avec l'agenda 2021. Et je ne pense pas qu'on doit oublier les précédents rapports par rapport au changement climatique et dit que les choix que nous faisons continuent d'avoir un impact négatif. Deuxièmement, concernant votre question, les gouvernements, la durabilité, tout d'abord, est-ce que les gens ont réalisé et les gouvernements ont réalisé que les objectifs de durabilité eux-mêmes contribuent au monde entier? On essaye de voir comment on se penche sur d'autres choses. Donc, on essaye d'améliorer cet agenda, vraiment de s'axer dessus, mais c'est difficile. Ce qui a été fait jusqu'à maintenant par rapport aux revues nationales volontaires, peu de choses. Qu'est-ce qu'elles représentent? Est-ce que les personnes ont conscience qu'il y a ces revues volontaires nationales? Il n'y a pas assez de politiques qui communiquent à ce sujet. On a juste des rapports qui tombent de temps en temps et qu'on le retrouve dans des forums politiques, mais ça ne va pas assez loin. C'est vu de façon trop superficielle pour atteindre ces objectifs de développement durable. La deuxième partie, voilà ce que je veux dire. Les normes de durabilité volontaire, hein, les VSS, sont des outils commerciaux, sont des outils modernes. Et bien sûr, il y a un gros problème une fois de plus. Ces normes sont un peu éparpillées par-ci, par-là. Si vous regardez les lois contre le greenwashing dans l'Union européenne, elles deviennent de plus en plus importantes puisque ces normes volontaires ne garantissent pas la transformation que nous souhaiterions atteindre. Même chose pour l'agenda changement climatique, même chose pour l'agenda durabilité, qui sont les mêmes en fait. Le problème, c'est que est-ce que les normes de durabilité peuvent aider à améliorer le reporting des nations sur l'atteinte des ODD? Et la réponse est souvent non. Mais ensuite, les normes de durabilité volontaire doivent faire preuve d'une grande responsabilité, d'une grande transparence. Regardez un peu la coopération. Ils ont juste un rapport annuel et c'est tout ce qu'ils font. Même les gouvernements ne se sont même pas pris la peine d'obtenir des informations par rapport à des choses qui sont très nocives pour la société, le climat également, la progression et la transformation. Et ces rapports ne parlent que de prix que l'on attribue pour la durabilité. Donc, ce n'est pas possible. Est-ce qu'on va continuer comme ça? Il faut cartographier les normes de durabilité et les différents points. Ma question suivante. Obtenir de l'information. Les gouvernements ont accès aux informations, mais est-ce qu'elles traduisent ces informations dans des mesures concrètes? Est-ce qu'on a des informations indépendantes de la part d'agriculteurs ou de la part de pêcheurs? Est-ce que vous les traduisez dans les statistiques nationales ou est-ce que vous avez votre propre module personnel de statistiques nationales? Du coup, cela va biaiser les résultats
et ça biaise les reporting, les rapports. Et j'ai un très bon exemple, là, par exemple, avec le Sri Lanka, où on retrouve vraiment ce phénomène. Ma question, si ces normes doivent bénéficier si on doit bénéficier de ces normes, les gouvernements doivent s'avérer plus rigoureux, doivent faire davantage de rigueur, de mieux surveiller les choses et tenir compte des informations de façon pertinente. Comme l'a fait, par exemple, ainsi on pourrait arriver à développer des choses plus concrètes, comme par exemple l'a fait l'Union européenne avec les lois anti-greenwashing. Merci beaucoup. Bien sûr, il faut incorporer ces informations, mais surtout, bien sûr, les appliquer et les traduire dans des mesures concrètes. Alors, on est un petit peu en retard. On a eu vraiment des interventions très intéressantes de la part de tous les panélistes. J'aimerais maintenant entendre des questions de la part du public, enfin des participants. Je vois déjà des questions qui apparaissent à l'écran. Ensuite, on prendra les conclusions majeures. On a 2 questions qui sont très intéressantes. Elles sont liées en quoi les ODD peuvent garantir l'égalité des genres, la parité. C'est Annika qui vient d'une association au Nigeria qui vient de poser cette question par rapport vraiment aux normes, en quoi elles vont contribuer à la parité. Cette question pour Monsieur Charlton, peut-être au Ouganda, nous expliquer un peu comment on peut améliorer vraiment chez nous à l'ISS la parité. Comment peut-on vraiment favoriser cela? Par rapport aux normes volontaires, je dirais que on a pu améliorer les choses en termes de parité. On a l'alliance de la forêt vierge, Rainforest Alliance, qui consiste qui présente des normes clés en Ouganda, propose des normes aussi pour l'agriculture et des normes agricoles, qui propose un ensemble de critères qui soulignent le fait selon lequel les exploitations agricoles doivent mettre en place un environnement qui favorise la parité. Par le passé, on a pu former des agriculteurs à ce sujet à travers donc différents groupes. Et là, les familles d'agriculteurs, les maris, les femmes, les enfants, etc., l'ensemble du foyer se voyait incité à mettre en place des mesures et contribuer des expériences, partager les expériences. Et très important, la plupart des décisions liées à la production, etc., dans la famille, les hommes. Pardon, j'entends mal, il y a un problème de connexion là, c'est complètement buggé. Il a arrêté, c'est pour ça que j'entendais très mal. Pardon. Et même planifier. Il parle des bénéfices, enfin des ventes agricoles. Donc, on répond bien voilà, aux différents critères des normes de durabilité. Je m'excuse, mais j'ai perdu une partie. Il y a une coupure au niveau de sa connexion. D'autres questions dans le chat, on va pouvoir les aborder par écrit, puisqu'on n'a pas le temps de répondre à tout. On a un peu dépassé le temps. J'aimerais laisser la parole à notre panéliste pour la conclusion. On va commencer avec Uchita. Quelles sont les conclusions que l'on peut tirer pour renforcer la coopération entre les gouvernements, pour vraiment faire du reporting sur les ODD et encourager leur mise en place? Je pense qu'on ne fait pas assez de progrès parce que la transformation n'est pas inclusive.
Et la transformation doit être inclusive dans sa stratégie, dans sa mise en œuvre, dans son reporting, à tout niveau de la chaîne, à toute étape de la chaîne, il faut que ce soit inclusif. Parce que pour l'instant, c'est trop exclusif, on ne fait pas assez pour impliquer les gens, on écrit des rapports qui vont dans l'air. Donc, vous parlez de l'importance de l'inclusivité. Merci beaucoup, Luchita. Lynn, pour vous, une dernière leçon à retenir de cette discussion. Je crois pour aussi, construire ce que Luchita vient de dire, mais aussi le professeur tout à l'heure aussi, Saki Fukuda, c'est vraiment un agenda transformatif. Il y a 10 ans, on n'avait pas cette stratégie. On avait des discussions en FPHN, le Forum politique de haut niveau, mais on n'avait pas une telle structure à notre disposition. Mais évidemment, il faut être très attentif à est-ce que les VSS font vraiment ce qu'ils disent, ce qu'ils prétendent faire. Et c'est vraiment une conversation très importante. Et dans toute l'importance pour les parties prenantes d'avoir une voix et de pouvoir demander, exiger la comptabilité, exiger que les entreprises rendent compte et que les gouvernements sont capables de mettre en œuvre les normes, les imposer, et que tout ce processus, bien évidemment, doit être inclusif. Merci Lynn. Alex Mwakuba, est-ce que vous avez une dernière chose à nous impartir, une dernière chose à partager avec nous, dans la réflexion sur non. Oui, ce qui me vient à l'esprit immédiatement, ce serait que comment avoir des vrais engagements, parce qu'il faut qu'on soit tous engagés, l'implication est importante, mais comment avoir des engagements fermes, concrets. C'est important, j'aime beaucoup de parler d'inclusivité, mais comment on peut améliorer l'engagement et l'engagement chiffré et concret. Oui, très important. Comment développer l'engagement et comment le concrétiser. Pour conclure, Sheridan Namoaza, avant de conclure votre dernière leçon. Merci. Bon, tout d'abord, merci beaucoup pour l'ISD. Merci de l'invitation. Merci pour cette occasion de vous partager avec vous quelques exemples de notre travail et notre vision de la connexion entre notre travail sur le terrain et les ODD, la durabilité au niveau mondial. Pour moi, je pense que c'est le plus important. Et le besoin de fournir des plateformes pour des parties prenantes, d'échanger, de partager leurs bonnes pratiques, de partager des expériences, des projets, des associations, des entreprises, même qui fonctionnent bien, qui font du bon travail pour avancer vers les ODD. Et les plateformes d'échange sont très importantes. Merci beaucoup, Sheraton. Je pense que oui, on a pas mal parlé de retour qu'on a eu sur l'importance d'avoir une plateforme d'échange d'échange d'expérience. Merci à vous tous. Merci surtout à nos participants pour avoir partagé leurs aperçus. Merci beaucoup à tous ceux qui nous suivent à distance. Vous avez posé des questions, vous êtes nombreux à poser des questions, on ne peut pas répondre à tout, mais on va partager avec vous des réponses. On va demander aux panélistes de répondre à vos questions directement par écrit. Après, merci de votre attention. Je sais qu'on a un peu dépassé, mais les discussions ont mérité ce dépassement, j'espère. Merci encore à tous. Et on va vous partager avec vous la vidéo et rendez-vous pour septembre parce qu'on va voir le nouveau round de reporting. Encore une fois, merci. Bonne journée, bonne soirée selon là où vous êtes. Et encore une fois, merci de toute l'équipe. Merci et au revoir.